Et je me souviens qu'une fois j'étais chez moi et je suis donc droitière et j'ai passé mon stylo de ma main droite à ma main gauche. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma main commençait à bouger, enfin le stylo, j'ai l'impression que c'était le stylo qui bougeait. Et puis il y a des lettres qui sont dessinées, des mots, des phrases. Et je lisais complètement éberluée une phrase du style « Je suis Bruno, dites à ma femme Virginie, enfin je suis mort, je m'appelle Bruno, dites à ma femme Virginie que tout va bien ». Et je tombais des nues, alors vraiment, enfin j'étudie psychologie, j'ai des trucs pareils, c'était vraiment, je ne savais pas ce qui se passait. Brigitte, vous êtes psychologue clinicienne depuis 2006 et vous vous êtes par la suite spécialisée en psychotraumatologie. Vous êtes également médium professionnel, formé et certifié par l'Union nationale des spiritualistes en Angleterre. Vous êtes l'auteur du livre « Soigner les vivants et parler aux morts » aux éditions Favre. Alors pour commencer, pouvez-vous nous raconter vos premiers contacts médiumniques avec votre grand-père quand vous étiez petite, puis l'écriture automatique que vous avez vécue un peu plus tard? Volontiers. Bonjour Carole. Et en fait, mon premier contact, je l'ai eu à l'âge de 8 ans. Quand j'avais 8 ans, mon grand-père est malheureusement décédé. C'était un grand-père que j'adorais, c'était mon grand-père paternel. Et on avait vraiment une complicité énorme en fait. Il venait souvent me chercher, il m'amenait voir des animaux. Enfin, il ne savait pas quoi faire pour me faire plaisir. Et quand il est décédé, quand j'avais 8 ans, évidemment j'ai été dévastée. Et puis, donc, je me souviens bien de ça. Et j'ai été moins triste parce qu'en fait, il est venu me voir. Il arrivait dans ma chambre et puis je le voyais un peu comme je vous vois vous, hein, c'était vraiment de la clairvoyance que j'avais à l'époque. Hein, et je sais qu'il me soutenait, c'est comme si, je sais qu'on ne parlait pas vraiment comme vous et moi, mais qu'il y avait quelque chose qui passait, puis j'avais l'impression qu'on jouait aux cartes des fois, des cartes de couleurs, c'est bizarre, hein, mais enfin voilà. Et ça a duré un temps jusqu'à ce que ma douleur s'efface, j'ai grandi aussi, et les contacts se sont espacés, puis finalement se sont arrêtés. Et donc ça, c'était mon premier contact. Mais j'en ai parlé à personne. Pourquoi? Et je pense que je me rendais compte que ça n'aurait pas été bien compris. Moi-même, j'ai pas mis un mot. Vous voyez, à l'époque, on parlait pas comme on parle aujourd'hui de défunts, de fantômes, tout ça. J'avais pas du tout ces idées-là. C'était pas du tout les choses que je regardais à la télé. J'étais à milieu de ça. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je savais pas ce que c'était. Et j'en ai pas parlé autour de moi. Donc c'est pour ça. Et du coup, il n'y a pas un mot qui a été mis là-dessus. Vous voyez, ça n'a pas été défini. C'est peut-être ma chance aussi par rapport à ça. Et des années plus tard, après 30 ans, j'ai recommencé une formation. J'ai travaillé dans l'immobilier pendant pas mal d'années, j'ai une carrière administrative. Et vers 32 ans, 33 ans, j'ai décidé de reprendre les études universitaires et j'ai étudié la psychologie. Et quand j'ai commencé ces études-là, j'étais super studieuse. Alors vraiment, j'ai mis toute mon énergie, puis je prenais énormément de notes. Et je me souviens qu'une fois j'étais chez moi et je suis donc droitière et j'ai passé mon stylo de ma main droite à ma main gauche. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma main commençait à bouger, enfin le stylo, j'ai l'impression que c'était le stylo qui bougeait. Et puis il y a des lettres qui sont dessinées, des mots, des phrases. Et je lisais complètement éberluée une phrase du style « Je suis Bruno, dites à ma femme Virginie, enfin je suis mort, je m'appelle Bruno, dites à ma femme Virginie que tout va bien ». Et je tombais des nues, alors vraiment, enfin j'étudie psychologie, j'ai des trucs pareils, c'était vraiment, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai continué parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe? J'avais ce genre de messages. J'avais aussi un peu des messages de quelque chose de très spirituel, un petit peu soutenant comme ça, mais vraiment qui n'est pas du tout mon style. Et je ne comprenais pas très bien. Et alors j'ai continué à étudier, puis de temps en temps, j'avais cette impulsion de passer à nouveau mon stylo dans ma main gauche, jusqu'à un jour où le stylo sur la feuille a écrit « Salut, c'est Johnny ». Alors bon, c'était pas Johnny Hallyday, hein, il n'était pas encore décédé, mais Johnny, ça me disait bien quelque chose parce que c'était le nom de mon petit ami quand j'avais 18 ans. Et là, on est pas mal d'années plus tard. Je me suis dit, mais c'est lui, c'est pas lui. Et en même temps,
j'ai senti comme la présence de Johnny. Vraiment, c'est comme s'il était là. Et j'ai entendu dans ma tête, enfin, dans mon esprit, « Appelle ma mère ». Enfin, ça a écrit, le stylo l'a écrit et je l'ai entendu après. C'est comme si j'ai commencé à dire « Non mais attends, je ne vais pas appeler ta mère ». Enfin, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et bon, j'ai fait ce petit deal avec lui. J'ai dit « Ok, je vais regarder dans le bottin », parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces téléphones. Hein, et Internet, tout ça, c'était pas encore vraiment d'actualité, même si ça commençait. Et j'ai regardé ses numéros étaient dans le bottin, je l'ai trouvé et je l'ai appelé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a répondu. Donc, elle m'a demandé, je me souviens de sa voix au téléphone, mais évidemment surprise que je l'appelle, elle m'a reconnue tout de suite. Et puis là, je lui ai sorti une excuse que ben, voilà, j'avais des photos de son fils et puis est-ce que je pouvais lui les montrer. Et elle m'a dit oui, elle m'a dit passer, donc j'ai sauté dans ma voiture, j'ai pris quelques photos, j'ai sauté dans ma voiture et je me suis rendue où elle habite, où il habitait, parce qu'ils habitaient toujours au même endroit. Et quand je suis arrivée, et puis cette maman m'a accueillie dans sa cuisine, m'a regardée avec les yeux aussi bleus que les yeux de son fils, et m'a dit « Mais pourquoi t'es venue ?» Là, j'ai pas pu lui mentir, je lui ai dit « Écoutez, votre fils m'a demandé de venir, enfin de vous appeler. » Et puis elle m'a dit « Ah bon, tu lui parles ?» Et moi-même, à ce moment-là, je sais pas, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et puis bon, on a pris le thé, et à un moment, elle m'a dit « Est-ce que tu as déjà vu sa tombe ?» J'ai dit « Non ». Elle m'a dit « Est-ce que tu veux la voir ?» Alors, elle était juste à côté, hein, la tombe. Hein. Il y a la maison, la route, le cimetière. Donc, on n'a pas eu loin à aller. Et puis, elle m'a amenée sur cette tombe qui était incroyable. Hein. C'était en marbre de Carrare blanc, avec, comment dire, un disque dessus, parce qu'on l'appelait Johnny, c'était pas son vrai nom, mais c'est parce que justement, c'est un fan de Johnny Hallyday. Et puis, je me suis retrouvée sur cette tombe. Et là, je savais, j'avais le message de Johnny. Et j'ai dit à cette maman, je dis, vous avez votre fille, parce que je savais bien qu'il avait une sœur, hein, je connaissais. Je dis, elle n'est pas là, n'est-ce pas? Elle me dit, non, elle est en Italie. Je dis, vous avez des petits-enfants, n'est-ce pas? Elle me dit, oui. Et je lui dis, Johnny, vous dit que vous n'avez rien à faire à rester là, à prendre soin de sa tombe, mais il faut que vous soyez auprès de votre fille et de vos petits-enfants. Et ça c'est quelque chose qui est venu... comment vous saviez que c'était ça qu'il fallait lui dire? Je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle le clair savoir maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui est clair et vous savez. Et c'est comme ça que j'ai eu ce message-là. À ce moment-là, évidemment, je n'avais pas ces mots pour vous décrire ce qui arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en train de faire ce que je faisais, mais il y a comme quelque chose qui me poussait à le faire. Enfin, toujours est-il que quand je suis rentrée dans ma voiture, après, j'étais un peu là, non mais attends, ça va, qu'est-ce que tu n'es pas en train de rouvrir la blessure de cette dame, enfin, qu'est-ce que tu te permets? Et c'est vrai que ça m'a tellement ébranlée qu'en fait, j'ai arrêté de prendre des messages en écriture automatique. Je me suis concentrée sur mes études de psychologie pour devenir ensuite psychothérapeute. Et puis, j'y suis plus allée, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est mes 2 premiers contacts. Donc, vous continuez vos études de psychologie, vous mettez un peu ça de côté. D'une part, comment vous avez eu ensuite des preuves que c'était des contacts et pas le fruit de votre imagination? Et à quel moment, en fait, ça a repris? Parce qu'au final, vous avez quand même fait une formation sur ce sujet en Angleterre. Donc, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, votre première question, comment je peux dire que c'était pas mon imagination? Franchement, par rapport à mon grand-père, je peux pas le dire que c'était pas mon imagination. Maintenant, ce qui me fait dire que c'était pas mon imagination, c'était que j'avais pas ça en tête. Vous voyez, l'imagination, c'est plus quand on imagine qu'il peut venir dans votre chambre et tout. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais étonnée quand il arrivait. J'ai pas eu peur, mais j'étais étonnée. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas étonné par votre propre imagination, enfin, il ne me semble pas. Par rapport à Johnny, la preuve est arrivée des années plus tard. Ouais. En fait, je me suis formée en médiumnité parce que j'ai été voir une médium après la mort de mes parents, et c'était encore bien des années plus tard. Hein. En 2012, j'avais perdu mes 2 parents, et à un an d'intervalle. Et là,
sur le conseil d'une amie. Moi, j'avais jamais vu une médium de ma vie, j'avais même jamais vraiment, je m'étais pas intéressée au sujet. J'ai été voir une médium, et quand j'ai vu cette médium, elle m'a donné des messages tellement pertinents, et il y avait quelque chose d'incroyable dans la manière dont elle me donnait les messages, d'une manière tout à fait naturelle. Hein. Voilà, ça m'a épatée. Et j'étais déjà psychothérapeute à l'époque, et je me suis dit, en sortant de cette séance, je voulais savoir comment ça fonctionne. Je me dis, mais ça c'est incroyable, je veux savoir. Donc j'ai commencé à prendre des cours, d'abord avec elle, parce qu'elle donnait des cours, c'était pratique. J'ai pris quelques cours en Suisse, et assez vite j'ai commencé à aller en Angleterre, parce que j'ai entendu que c'était l'endroit où se former. Et je parle anglais, donc voilà, ça pouvait le faire, c'est aussi ça qui aide évidemment. Et, pourquoi vous avez voulu vous former? D'abord, j'ai voulu, c'était par curiosité. C'est-à-dire que d'abord, c'était qu'est-ce que c'est que ça et comment on fait ça. Parce que, de nouveau, je n'avais pas du tout fait le lien que ce que j'avais dit à Johnny, c'était de la médiumnité. Que lorsque je parlais avec mon grand-père plus jeune, c'était de la médiumnité. Franchement, ça peut étonner. On se dit peut-être que, je ne sais pas, je suis lente. Mais vraiment, je n'avais pas du tout fait le lien. Donc au début, ça a été, je veux savoir ce que c'est. Et quand j'ai commencé à prendre ces cours, je me suis rendu compte, tiens, ça me vient assez naturellement, on fait des exercices. Et là, j'ai pu mettre le lien en fait. J'ai pu comprendre que oui, c'était déjà quelque chose que j'avais vécu. Mais c'est ce qu'on appelle, avant, c'était des contacts spontanés. Voyez, quand vous travaillez à faire des cours, vous apprenez à faire ça sur demande, à volonté. Et c'est ce que j'ai appris dans les cours de médiumnité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec votre expérience personnelle, et puis vous avez vu d'autres personnes qui se sont formées avec vous, que tout le monde a ce potentiel ou pas? Oui, je dirais que tout le monde a ce potentiel. Moi, je fais l'analogie avec la natation. En fait, vous voyez, tout le monde peut apprendre à nager, on est d'accord. Encore faut-il que vous n'ayez pas peur de l'eau. Et puis, si vous apprenez à nager, si vous voulez devenir un bon nageur, il faut apprendre des techniques. Et puis, il faut aussi faire beaucoup de bassins. Donc, pour moi, c'est la même chose. Hein. Quand je me suis reformée en médiumnité, enfin, reformée, j'ai presque envie de dire reformée, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était naturel au départ, j'ai fait beaucoup de ces exercices qu'on nous fait faire, comment dire, se contacter à quelqu'un d'autre. On fait aussi la médiumnité, c'est pas que le contact avec les défunts, c'est aussi pouvoir se contacter à un vivant, avoir des informations de quelqu'un. Après, c'est de faire la différence entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de décédé, enfin de vivant dans l'au-delà, parce que moi je considère qu'ils sont toujours vivants. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille. Et je disais que j'ai eu la preuve par rapport à mon grand-père, parce que quand j'ai commencé à faire ces études en Angleterre, enfin ces formations, en Angleterre, ils ont une espèce de culture de la médiumnité de plateforme, ils appellent ça. C'est-à-dire que les médiums, ils font des démonstrations de médiumnité devant un auditoire. Et donc vous avez des médiums sur scène, et qui vont commencer à dire « Ah, ben, j'ai une personne qui est là, c'est le père d'une femme dans l'assistance, par exemple. » Et ils vous donnent des informations précises sur ce papa pour que quelqu'un, une personne dans l'assistance, puisse reconnaître ce père. D'accord? Et moi, quand j'étais en Angleterre, à un moment, il y a Johnny qui est venu sur scène. Enfin, sur scène avec la médium, et cette médium, c'était en plus une médium vraiment très bonne, hein, c'était une des enseignantes du Arthur Findlay College, et quand il est venu, évidemment, je l'ai reconnu, et à un moment, il a dit qu'il me remerciait pour le message que j'ai donné à sa mère, parce que ça avait mis du baume à son cœur. Incroyable. Ouais, ça c'était incroyable. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette preuve, mais bien des années plus tard, je l'ai attendu je ne sais pas combien d'années, et maintenant je sais vraiment que c'était pas, vous voyez, que c'était vraiment de la médiumnité à ce moment-là. Maintenant, comme je suis formée, évidemment, je sais quand je parle avec mes défunts, vous voyez, c'est beaucoup plus fin pour moi, je sais tout ça. Mais c'est vrai que par rapport à mes propres défunts, des fois je peux me demander « Ah, mais est-ce que j'ai envie d'entendre ça ?» ou « Est-ce que c'est moi qui veux qu'ils disent ça ?» ou... On a toujours un peu ce doute par rapport à ses propres défunts. C'est pour ça que c'est bien des fois d'aller voir d'autres médiums, de faire tous ces exercices, vous voyez, quand vous faites
tous ces exercices avec d'autres personnes sans arrêt. J'avais des gens qui me disaient, ah ben tiens, là tu as parlé avec ta maman par rapport à ce que vous disiez, ben, elle dit qu'il y a encore ci ou encore ça. Donc j'avais des médiums qui me rajoutaient des compléments d'informations qui me faisaient comprendre que même avec mes propres défunts, c'était bien la médiumnité. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a différents types de médiumnité. Donc, est-ce que chacun aurait une appétence plus particulière pour un type ou un autre type? Vous, par exemple, c'est plus les défunts ou c'est parce que vous avez travaillé dans ce sens? Alors, plus les défunts, oui, peut-être parce que bah, c'est ce qui m'est venu naturellement au départ. Et puis, c'est ce sur quoi je me suis beaucoup concentrée. Je suis un peu monomaniaque hein, dans mes intérêts. Je veux dire, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je plonge depuis 40 ans, j'adore ça, je fais que ça toutes mes vacances. La psychologie, quand je m'y suis mise, je me suis jamais arrêtée. Bon, heureusement, il y a plein de formations continues, donc c'est génial. Et la médiumnité, c'est pareil. Donc voilà, donc moi, c'était les défunts qui m'intéressaient au départ. Donc je me suis beaucoup entraînée dans ce sens-là. Mais on peut aussi s'entraîner en médiumnité de guérison, par exemple. Je suis aussi entraînée avec ça, hein, donc c'est aussi quelque chose que je fais, mais je ne le fais pas professionnellement parce que je ne peux pas tout faire. Et puis la médiumnité, elle peut aussi vous servir dans les arts. Quand j'ai écrit mon livre, ça m'a servi, visiblement. Et puis dans les arts, dans le dessin par exemple, ou dans la musique, voilà. Vous pouvez être inspiré des fois, et il y a des choses que vous arrivez à faire, que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Et des fois, c'est en se mettant dans ces états de conscience modifiés. Parce qu'il faut comprendre, c'est que la médiumnité, c'est se mettre dans un état de conscience modifié, en fait. Est-ce que vous pensez, alors il y a une croyance ou des gens qui disent que souvent les médiums sont des gens qui ont eu des traumatismes petits ou dans leur enfance et que ça aurait exacerbé une forme de sensibilité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, comment dire, c'est vrai que quand on va dans les écoles de médiumnité, on voit souvent que les médiums, ils n'ont pas eu des vies faciles, souvent. Hein. Il y a souvent un côté traumatique, c'est vrai. Enfin, on l'entend. Maintenant, je ne connais pas les études là-dessus, je ne sais pas si on a certaines qui ont été faites, donc ça, je peux pas prouver. Mais je dirais que les médiums, en tout cas, ils sont sensibles à la base. Les traumatismes vous rendent sensibles, vous voyez. Donc, peut-être qu'il y a... Moi, j'ai l'impression que le lien, c'est plus la sensibilité. Parce qu'il est évident que pour travailler ou pour sentir ce monde invisible, il faut une certaine sensibilité. Et d'ailleurs, quand vous commencez à travailler sur votre médiumnité, quand on dit à se développer, comme on dit, vous exacerbez votre sensibilité. Et c'est ça qui est difficile sur le chemin de la médiumnité, c'est que vous allez travailler à être plus sensible, plus sensible, plus sensible. Et le monde, des fois, il devient difficile. Et c'est pour ça que, pour moi, aussi en tant que psychologue, hein, j'ai cette haute casquette-là, je trouve qu'il est, je dirais, indispensable quand on est médium ou quand on est sensible de travailler là-dessus. Vous voyez, d'obtenir des aides par rapport à ça, de pouvoir travailler sur ses émotions, de pouvoir travailler sur les choses qui vous ancrent, de pouvoir, comment dire, aussi un peu faire attention à vos, comment dire, ce que vous pourriez dire très émotionnellement, ah ben je sais qu'il ne m'aime pas, ou des choses comme ça, vous voyez, un petit peu ces biais de cognition un peu émotionnels qu'on peut avoir. Les gens sensibles, ils peuvent les avoir un peu plus que les autres, parce qu'ils vont être un peu plus à vif. Donc c'est important vraiment de travailler là-dessus, de ses interprétations, sa manière d'être au monde, voilà, comment est-ce qu'on peut quand même vivre avec les autres tout en étant sensible, parce qu'on ne peut pas s'isoler dans la montagne. Enfin, certains le font, mais ce n'est pas le but. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous aide. Et d'ailleurs, j'avais un prof médium qui disait qu'on ne peut pas vraiment se développer ou améliorer sa médiumnité si on ne fait pas un travail sur soi à côté. Un travail thérapeutique? Alors, ça peut être thérapeutique ou ça peut être de lire, ou vous voyez, c'est pas obligé d'être forcément avec un psy. Ça peut aussi être avec d'autres personnes. Mais en tout cas, de travailler sur ce côté sensible et émotionnel. Sinon, ça devient difficile. D'ailleurs, dans les écoles de médiumnité, vous faites vraiment des fois très attention à comment vous partagez des informations avec quelqu'un sur son défunt. Vous voyez, parce que vous êtes en gens sensible.
Mm. Et tout à l'heure, vous disiez que tout le monde peut devenir médium. Pour autant, il faut déjà, si vous voulez l'analogie avec la natation, il faut quand même aimer l'eau, ne pas avoir peur de l'eau. Oui, De quoi vous parlez pour la médiumnité? De quoi il ne faut pas avoir peur? de l'au-delà. Vous voyez, moi j'ai eu cette chance que mon grand-père, je l'aimais tellement, et que quand il est arrivé, pas une seconde, j'ai eu peur. Quand j'ai eu le message de Johnny, j'ai pas eu peur. Même les messages des gens d'avant, je connaissais pas, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de menaçant. C'était juste que je comprenais pas pourquoi on me demandait ça à moi. Vous voyez, des gens que je connais pas, qui veulent parler à des gens que je connais pas, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et je crois que même à un moment, je me suis dit, bah, écoutez, arrêtez de me parler, parce que enfin, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire de ça? Et c'est après que Johnny est venu. Mais c'est pas pour autant que j'ai dit, je veux parler à quelqu'un que je connais. Vous voyez, c'est juste que je comprenais pas ce qui se passait. Donc il ne faut pas avoir peur de l'au-delà, dans le sens que si on a peur, si on pense que si on parle à l'au-delà ou si on communique avec l'au-delà, on pourrait, je ne sais pas, être atteint d'une certaine manière ou je ne sais pas, qu'il y a quelque chose qui pourrait nous être néfaste, ben évidemment, ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes mort de trouille quand vous parlez à l'au-delà, ça ne va pas le faire. Vous voyez, moi, je ne viens pas du tout de cette idée qu'il faut se protéger, faire quoi que ce soit avant de parler à l'au-delà. Pour moi, l'au-delà, ce n'est pas du tout une menace. J'ai beaucoup plus peur des humains ici que de l'au-delà. Alors justement, on va rentrer dans ce sujet. En tant que psychothérapeute, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous avez cette double casquette. Vous expliquiez que vous avez l'impression que les personnes, quand elles décèdent, de l'autre côté, ont une personnalité qui n'est pas exactement la même que de leur vivant. Oui. Comment vous expliquez ça et qu'est-ce que c'est exactement en fait? D'accord. Alors, quand on va dans l'au-delà, on est d'accord que si vous avez un problème physique ici, vous ne l'avez plus dans l'au-delà, parce qu'on n'a plus de corps. Problème réglé, on est d'accord. Et moi, j'ai vraiment l'impression que dans l'au-delà, il y a aussi les œillères qu'on a ici qui peuvent être, comment dire, des limitations des fois psychologiques, hein, notre manière de voir les choses, tous les filtres qu'on a ici. Les biais cognitifs? Oui, aussi les biais cognitifs, mais peut-être aussi même des fois les troubles de personnalité ou les choses qui nous font voir. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, qui vous fait tout voir sur le côté anxieux, ou, ça saute. J'ai vraiment l'impression que ça saute la même chose. Donc, dans l'au-delà, vous pouvez avoir quelqu'un qui a toujours la même personnalité, dans le sens qu'il faut bien que vous puissiez le reconnaître, hein, parce que le travail d'un médium, c'est à la base, c'est vraiment ça. C'est ce que j'ai appris en Angleterre, c'est donner des informations sur un défunt que vous ne connaissez pas, parce qu'en principe c'est ça, à quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus, et puis donner des informations sur ce défunt à la personne pour qu'elle puisse le reconnaître. Donc il faut d'abord que vous puissiez, que le défunt vienne avec des choses que la personne puisse reconnaître. Si elle vient avec un caractère complètement différent, comment vous voulez le reconnaître? Donc on voit bien que la personnalité ou quelque chose de la personnalité continue quand même, ou que la personne de l'au-delà peut dire j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Mais dans l'au-delà, des fois, les gens peuvent dire « Ah ben maintenant je vois, ben oui, je faisais ça, je donnais cette excuse-là en disant « Ouais, ben je ne peux pas faire autrement, je disais que c'était le boulot, j'étais complètement pris par ça, je disais que je n'avais pas le temps. Maintenant je me rends compte que ça aurait été bien que je te donne plus de temps, que ça aurait été bien que je sois là plus pour toi. » Ou bien, vous voyez, des choses comme ça. Donc les gens voient, c'est comme ça, ils voient les choses plus largement. Donc c'est visiblement quelque chose qui se passe dans l'au-delà. Et ce qu'on voit des fois aussi, c'est qu'une évolution. Je m'explique. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir plusieurs fois. Alors, je demande un intervalle entre deux. Moi, je ne suis pas un médium qui va vous dire venez me voir tous les jours. Hein. J'estime que ça ne sert à rien. Donc, les gens, je leur ai interdit de revenir avant 6 mois. Mais des fois, ils reviennent. Et puis, des fois, j'ai le même défunt. Alors, je ne me souviens pas entre les séances, mais quand j'ai un défunt que j'ai déjà eu, généralement, ça revient en séance. Et je leur dis, ah ben, depuis la dernière fois, il y a quelque chose qui a changé, parce que maintenant, il me semble qu'il veut dire autre chose, et il parle d'autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme si ça continue à évoluer, cette conscience, ou cette conscience dans l'au-delà. D'ailleurs, les spiritualistes, hein, parce que moi je suis formée par les spiritualistes, parce que, vous le savez,
Et quand je me suis formée, j'ai pas fait que des exercices de médiumnité, j'ai aussi étudié la médiumnité. Parce que c'était important, je trouvais important aussi la connaissance est importante. Pour moi, c'est pas que l'expérience, bien sûr, elle est importante, mais alors j'ai appris sur les médiums, enfin les premiers, en tout cas la médiumnité moderne qui a eu un essor au milieu du 19e siècle, enfin, j'ai un petit peu étudié ça. Et j'ai aussi étudié les préceptes du spiritualisme, parce que c'est une religion en fait en Angleterre. Et un des 7 préceptes qu'ils ont, c'est qu'on continue à évoluer dans l'au-delà. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque. Donc voilà, donc, je dirais que ce précepte, j'y crois. De toute l'expérience que vous avez de contact avec les défunts, qu'est-ce que vous percevez de leur vie, entre guillemets, de l'autre côté? Ça peut ressembler à quoi? Ah, ça c'est vraiment très dur à dire en fait. Ressembler à quoi? Je ne suis pas sûre que je peux l'expliquer, parce que il faut comprendre que quand les défunts nous expliquent ou nous disent un petit peu comment c'est dans l'au-delà, j'ai pas l'impression on a le vocabulaire, eux ils l'auront certainement, mais qu'on a le vocabulaire pour comprendre ce qu'ils disent. Des fois ils montrent qu'ils sont par exemple dans une maison, qu'ils vivent avec, ils ont retrouvé leur conjoint, leurs parents, puis j'ai l'impression que tout le monde vit au même endroit, vous voyez. Mais j'ai l'impression que c'est plus une image pour me faire comprendre qu'ils sont ensemble. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a des maisons dans l'au-delà. Vous voyez, donc c'est très difficile à comprendre. Mais ce que disent les défunts de manière très répétitive, c'est que c'est en tout cas un endroit qui a l'air très chouette. Donc personne ne me dit qu'ils sont en train de rôtir au fond d'une marmite, hein, ça j'ai jamais eu. Mais j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'en regardant leur vie, ça n'a pas été simple. Vous voyez, il y a des gens qui avaient fait des trucs pas très sympas ici, et ils m'ont dit que quand ils sont arrivés là-bas, puis ils ont dû regarder un petit peu ou faire, oui, simplement porter regard sur ce qu'ils avaient fait, c'était pas évident. Donc ça, je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe là-bas. Et les gens souvent continuent à dire qu'ils sont occupés. Alors occupés à quoi? C'est très difficile. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la connaissance qu'on continue à pouvoir avoir, qu'il y a certaines activités, mais j'arrive pas à comprendre ces activités. À un moment, il y a une dame qui est venue me voir et puis elle voulait parler avec un pianiste. Et puis elle lui demandait, c'était un pianiste connu à l'époque, et puis elle lui demandait est-ce que vous avez continué cette symphonie? Moi je connais rien en classique. Bon, elle lui demandait. Et puis lui il a répondu, enfin moi c'est ce que j'ai traduit, donc je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on traduit faux. Parce qu'à un moment il me disait ah mais c'est plus la même chose, enfin, c'est pas qu'il joue au piano là-bas, il continue à faire de la musique. Et puis j'essaie d'expliquer à la dame, puis je lui dis, il fait de la musique avec des plantes et des animaux. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas bien traduire. Je sais bien qu'il n'était pas en train d'égorger des animaux et puis des plantes pour faire de la musique, vous voyez, ça c'est évident. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'au-delà? Ça ouvre tout plein de questions, vous voyez. Mais ça, je ne peux pas bien traduire parce que j'ai pas... C'est pas dans mon entendement. Oui, ils utilisent des choses que l'on connaît pour essayer de faire découvrir un concept, mais qui nous est étranger peut-être. C'est ça, exactement. Des fois, le mieux qu'on puisse s'avoisiner, c'est la science-fiction, mais encore. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on a d'ici, une vision de quelque chose d'autre. Mais c'est très difficile. C'est pour ça que moi, je ne m'y essaye pas trop, à vrai dire. Vous voyez, je me suis rendu compte que c'est difficile. Peut-être d'autres collègues auraient d'autres idées, mais moi, je trouve qu'on ne réussit pas à bien traduire. Donc, j'essaie pas trop de donner des hypothèses sur ce que j'imagine que c'est. Je ne sais pas. Est-ce que, et là, c'est pareil, c'est un sujet qui est compliqué. Est-ce que vous avez déjà entendu parler dans vos consultations de réincarnation ou c'est jamais sorti? Alors, les défunts n'ont jamais parlé de réincarnation. Je n'ai pas quelqu'un qui est venu me dire « Ah ben moi je suis déjà réincarné ». Ce n'est pas quelque chose, en tout cas, qu'ils sont venus dire.
Maintenant, donc, par rapport aux défunts, moi je connais rien sur la réincarnation. Maintenant, je connais les études sur la réincarnation. Et effectivement, si vous connaissez, le gros spécialiste de la réincarnation, c'est Ian Stevenson, qui a travaillé à l'Université de Virginie, il est décédé maintenant, mais qui pendant 40 ans a fait vraiment des études sur la réincarnation. Et lui, il l'a fait sur des enfants qui avaient entre 2 et 5 ans. Pourquoi sur des enfants? Parce qu'il pensait que les enfants étaient moins aptes à être influencés, que s'ils disaient spontanément comme ça qu'ils étaient quelqu'un d'autre, qu'ils étaient dans une autre famille, qu'ils ont vécu dans un autre pays, puis donnaient des informations, que c'était pas qu'ils avaient vu des émissions sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'il a fait toutes des recherches sur des enfants. Et par la suite, quand il a arrêté, la personne qui a suivi a été Jim Tucker, qui est toujours là-bas, mais il va prendre sa retraite, j'ai entendu. Et lui, il a fait la même chose pendant 15 ans encore. Donc ils ont 55 ans de recherche à l'Université de Virginie. Et vraiment, c'est édifiant, ils ont vraiment des cas qui sont prouvés. Donc là, je dois m'incliner, parce que pour moi, la recherche, elle est très solide par rapport à ça. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai lu et par rapport à ça. Mais en tant que médium, ce n'est pas quelque chose qui m'est rapporté par les défunts. Maintenant, j'imagine que la question d'après, c'est comment on peut imaginer qu'on a quelqu'un dans l'au-delà si les gens se réincarnent. Si on imagine que la conscience n'est pas dans le corps, parce qu'on est d'accord que la médiumnité, elle vous montre bien que ce n'est pas dans le corps, que ça n'a rien à voir avec le corps, le cerveau, enfin bref, là, il y a quelque chose de la conscience qui est au-delà de nous. On peut imaginer que, on a accès à cette conscience qui serait peut-être une facette, si vous vous réincarnez, puis que vous êtes une conscience qui a, je ne sais pas combien de vies, je ne sais pas combien on peut en avoir, il y a des gens qui disent beaucoup, des gens qui disent peu, j'ai aucune idée. Mais en attendant, même si c'est 5 vies, d'accord, et que vous avez la mémoire de ça, peut-être que nous, médiums, on parle à cette facette-là, une facette de cette conscience. Vous voyez? Comme quelqu'un qui partirait dans plusieurs voyages, et on va aller visiter un seul voyage, mais il en a fait d'autres. Oui, et que la conscience, même s'il est réincarné, on est d'accord que sa conscience n'est pas toute réincarnée dans le corps où il est réincarné, vu qu'elle n'est pas que dans le corps. Donc il y a peut-être cet endroit où, je sais pas, cette conscience qu'on peut quand même connecter et qui est en lien avec la personne qui était là, parce que la personne qui vient nous voir, elle veut parler à un grand-père ou à un mari, mais pas à quelqu'un des vies d'avant. C'est un peu c'est mon hypothèse. Et pour autant, on pourrait avoir peur de se dire effectivement, est-ce que vous ne connectez pas à une forme de mémoire de quelque chose qui a vécu et qui resterait là de manière permanente, et pour autant vous dites qu'ils évoluent. Donc ce n'est pas juste une mémoire de quelque chose qui a existé, c'est quelque chose qui continue à vivre, on est d'accord. Mais il me semble que la conscience, on montre bien qu'elle continue à évoluer, même si on imagine, si on accepte la réincarnation, il me semble que l'idée derrière, c'est de l'évolution, l'apprentissage, l'évolution. Donc, vous voyez, c'est ça, on est toujours dans la même idée. Et quand vous parlez d'évolution, vous la voyez vers quoi, cette évolution? Grande question. Question compliquée. Je dirais peut-être, je vais dans ce que valorisent les défunts. Quand les défunts viennent, souvent, ils vont valoriser beaucoup les liens. Vous voyez l'amour qui a été ici, ce qu'ont fait les gens pour eux, des fois ce qu'on leur a pardonné. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça. Vous voyez, dans l'évolution, c'est pas forcément d'avoir plus de biens, ou il n'y a jamais un défunt qui vient puis dit « Ah super, j'ai gagné autant de… » Par contre, il y a des défunts qui disent « Oui, j'ai gagné, mais c'était pour la famille, c'était pour que les gens puissent faire des choses, il y a des études, pour que vous ayez une vie agréable. » Vous voyez, bien sûr, il y a aussi ça, et c'est important dans notre vie, visiblement, de bien vivre. Mais ils valorisent vraiment les liens. Et ça, j'ai l'impression que quand on parle d'évolution, c'est plutôt vers là que ça va. Ils nous parlent beaucoup d'amour. Et c'est vrai que depuis que je travaille avec l'au-delà, c'est quelque chose sur lequel je suis plus sensible qu'avant. Et donc il me semble que c'est plutôt vers la connexion, vers l'entraide, vers les liens, que vers l'individualité que les gens évoluent.
Est-ce que vous avez des contacts avec des animaux? Oui, des fois j'ai des contacts avec des animaux. Alors je me suis pas spécialisée dans la communication animale, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Mais des fois effectivement j'ai des animaux qui sont là. Et là aussi les animaux valorisent souvent le soin qu'on a fait pour eux, ces choses-là en fait. Et le lien qu'on avait, vous voyez, tout ça, ils valorisent un peu la même chose. Alors des fois c'est un peu plus basique, des fois c'est aussi être très content de la bonne nourriture qu'on leur a donnée. Les bonnes croquettes. Voyez, ouais, les bonnes croquettes, exactement. Ils viennent pas dire ça, mais il y a aussi de ça. Donc ils nous montrent aussi à quel point les animaux sont sensibles de ce qu'on fait pour eux. En quoi, alors vous expliquez que la médiumnité est thérapeutique. En quoi elle est thérapeutique et pour qui? Ouais, c'est une bonne question. Pour qui? J'ai l'impression qu'elle est thérapeutique, non seulement pour la personne qui consulte, mais aussi pour les défunts. Si on y pense, si vous êtes un défunt qui n'a pas pu dire certaines choses dans sa vie, ou qui justement les œillères sautent, vous arrivez là-bas, vous dites oui, j'aurais dû dire ça, ou là maintenant je vois que, et vous pouvez le dire. Il me semble que ça vous fait du bien. En tout cas, moi, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que ça leur fait du bien quand ils peuvent dire des choses comme ça. Donc je dirais que c'est thérapeutique pour eux. Et puis la personne qui consulte, ça peut être effectivement extrêmement thérapeutique d'entendre une autre explication ou quelqu'un qui rappelle les jolis liens qu'ils avaient, comment dire, qui peut dire des choses qu'ils n'ont pas entendues. Des fois, les gens osent dire dans l'au-delà, je t'aime, alors qu'ils n'arrivaient pas à le dire ici. Et ça peut aussi évidemment être thérapeutique. Maintenant, pas tous les défunts vont s'excuser ou dire qu'ils aiment. C'est des fois compliqué pour un médium, parce que vous sentez bien des fois ce que veut la personne en face de vous. J'aimerais qu'il s'excuse, j'aimerais qu'il dise qu'il est fier de moi, ou d'autres choses comme ça. Et des fois, le défunt ne le dit pas. Et moi, je m'en sors en disant, je sais que vous aimeriez qu'il s'excuse, mais là, il vous dit ça, il vous explique ça. J'entends, mais ce que vous voulez, mais là, il vous dit ça. Et des fois, une fois que je l'ai mis dans le champ, je ne sais pas comment expliquer, des fois, il arrive quand même une excuse. Mais en tant que médium, je ne peux pas trahir ce que je ressens, ce que je reçois. J'ai vraiment cette conviction que si je commence à changer ce que j'ai pour faire plaisir à la personne qui est en face, je trahis l'au-delà et plus personne ne va me parler. Vous voyez? Donc j'ai vraiment cette idée-là. Donc c'est pour ça que des fois, oui, il y a des gens qui peuvent ressortir de séances et être un peu frustrés, ce que je comprends. On n'a pas toujours ce qu'on veut. On se pose la question aussi, enfin en tout cas moi je me la pose, des personnes qui ont fait beaucoup de mal, et on en connaît dans l'histoire. Oui. Est-ce que vous avez une idée de justement de ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il y a... Bon, la religion catholique est un peu, voilà, il y a le paradis, le purgatoire, on va payer pour nos crimes, etc. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça, mais plus une espèce de jugement de soi-même, par soi-même. Qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai des fois des gens qui me disent que quand ils sont arrivés dans l'au-delà, pour eux c'est un peu difficile. Justement par ce rapport à ce regard qu'ils ont dû mettre sur leur vie. À quel point difficile, je pense que je ne peux pas le comprendre. Vous voyez, ils me disent difficile. D'un côté, moi, quand j'ai quelqu'un en face, je n'ai pas envie de dire que leur défunt a souffert, le martyr. Je ne le sais pas, ils ne me font pas non plus sentir un martyr. Mais vous voyez, ils me protègent et ils protègent la personne qui vient me voir. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les gens sont tous au même endroit. Maintenant, à part cette idée de voir sa vie, puis de nouveau, on ne sait pas combien de temps ça prend. Vous voyez, ici et l'au-delà, je sais que le temps est très différent. Souvent, des fois, c'est difficile pour les médiums de donner un temps, parce que le présent, le futur, le passé, des fois, ça se mélange et c'est compliqué. Et du coup, quand ils me disent qu'ils ont dû regarder et que c'était difficile pendant un moment, ça veut dire quoi un moment? Vous voyez, c'est ça, pour ça peut-être que c'est très pénible et je ne sais pas en fait. Donc de nouveau, je ne vais pas faire des hypothèses, mais ce que je sais, c'est qu'il y a ça. Et oui, pour moi, j'ai pas entendu quelqu'un qui m'a dit je suis dans un endroit différent. Ou qui m'a dit ici je me fais juger
ou on est méchant avec moi. Vous voyez, il n'y a pas eu de ça. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt bienveillant, l'au-delà. C'est ce qu'on entend aussi dans Ouais. les expériences de mort imminente d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Maintenant, dans les expériences de mort imminente, on entend aussi des gens qui disent qu'ils ont des expériences négatives. Hein. C'est vrai. Et on ne peut pas l'enlever. Hein. C'est loin pas la majorité, mais on nous dit ça. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas non plus spécialiste de ça. Mais ce que des fois j'ai entendu, c'est que ça peut être des fois peut-être la... Comment dire? Vous voyez, quand on va dans l'au-delà, moi j'ai l'impression que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'une personne, elle est là, et puis pouf, elle est dans l'au-delà, et c'est très naturel. Vraiment, moi, c'est l'expérience que j'ai des gens qui me disent ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit qu'il s'est perdu en route, qu'on a dû l'aider pour y aller. Vous voyez, j'ai pas cette idée-là. Des fois, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont été accompagnés, oui, que quand qu'ils ont fermé les yeux ici, ils les ont ouverts dans l'au-delà, il y avait quelqu'un qui était là, puis qui les accompagnait, oui, souvent quelqu'un qui connaissait. Mais à part ça, j'ai pas cette idée de temps entre les deux. Donc, j'ai pas l'information que les gens se perdent en route, donc j'ai l'impression qu'ils y vont comme ça rapidement. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Vous voyez? Donc, je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas. Est-ce que vous savez si les défunts connaissent la vie de leurs proches, même quand leurs proches sont encore vivants? Est-ce qu'ils nous suivent? Oui. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils connaissent des choses de notre futur? Est-ce qu'ils peuvent nous aider ou pas? Alors, ils connaissent très certainement des choses de notre vie, parce que des fois, les défunts viennent dire, par exemple, qu'ils savent qu'une personne a changé de job, ou qu'elle a rencontré un conjoint, ou ils savent même sur des enfants qui sont arrivés après. Donc, ils savent, vous voyez, des choses de la vie de leurs proches. Donc, visiblement, c'est des informations qu'ils peuvent avoir et ils savent. D'accord? Donc, maintenant, par rapport au futur, oui, ils disent des fois certaines choses. Par exemple, j'avais quelqu'un qui envisageait une maison et le défunt lui disait, mais cette maison que tu es en train de regarder, oui, ben, je t'y vois bien, et il me faisait ressentir qu'il y avait de fortes chances qu'il allait l'obtenir. Donc, des fois, ils nous disent des choses comme ça. Mais de nouveau, ce que je vous disais sur le passé, le futur et le présent, en tant que médium, c'est difficile des fois de saisir le temps. Et je vous le dis, j'ai vraiment un exemple bien précis, parce que dans mon livre, je parle d'une dame j'avais quelqu'un qui était venu me voir, et j'ai eu connecté avec sa maman en séance, et je lui ai donné plein d'informations sur le fait qu'il avait fait des voyages avec sa maman, enfin qu'elle était venue le voir en Suisse parce qu'elle n'habitait pas en Suisse, enfin voilà, bref, et leur relation, comment c'était, ci et ça. Et à la fin, il me dit, oui, oui, c'est très juste, sauf que ma mère, elle n'est pas décédée, elle est dans le coma. Enfin, elle était, je ne sais plus si c'était dans le coma ou elle avait une maladie cognitive ou quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Et puis, mais il me dit, mais je peux tout à fait reconnaître ce que vous dites, je suis sûre que vous avez connecté avec ma maman. Bon. Et quand j'ai écrit mon livre, en fait, parce que j'ai repris contact avec les gens pour leur demander s'ils étaient d'accord que je raconte leur histoire, je lui ai dit, ben, votre maman, comment ça a été après, tout et tout. Il m'a dit qu'elle était encore, elle avait vécu encore 2 ans. Et moi, franchement, quand j'ai eu sa maman, bon, d'abord je croyais qu'elle était décédée, hein, mais franchement, quand il m'a dit qu'elle avait ce problème cognitif, j'avais vraiment l'impression qu'elle allait pas, vous voyez, que sa vie allait pas être prolongée de beaucoup. Mais je crois qu'il n'est pas dit à son fils, parce que ce n'est pas des informations que je vais donner, vous voyez, c'est normal. Mais j'avais en tout cas pas le sentiment j'avais le sentiment que ça allait être assez imminent. Et en fait, 2 ans. Vous voyez? Donc comme quoi, c'est très difficile ça. Et moi je sais en tout cas, c'est peut-être moi, hein, mais en tout cas moi j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est facile à avoir. Donc le futur, en tout cas le temps, il est compliqué. En tant que, ça me fait penser à autre chose, en tant que psychothérapeute, si vous avez quelqu'un qui vient vous dire, comme vous aviez eu plus jeune, je vois des gens, j'entends des voix, etc. Il y a des maladies psychiatriques. Bien sûr. Ouais. Comment faire la différence entre une maladie psychiatrique et un médium? Oui, c'est une excellente question. Et on en parle beaucoup avec mes collègues d'ailleurs. Hein. Une maladie psychiatrique, en principe, ça vous stresse beaucoup. Vous voyez, les gens, ils viennent et ils font pas sens.
je veux dire, les délires, même si on appelle ça des délires construits, c'est-à-dire que, comment dire, c'est souvent sur des thèmes. Hein. Par exemple, je sais pas, je pense que je vois Jésus, et puis Jésus me dit ci, Jésus me dit ça, enfin, et puis, mais il va y avoir quelque chose de, comment dire, où la personne est stressée, où elle est plus du tout dans la réalité, elle n'arrive pas à parler aux autres normalement, elle est complètement tout prise par ça. Et vous voyez, il y a quelque chose, oui, ça devient obsessionnel, mais dans le fait où vous avez l'impression que la personne, elle n'arrive plus à être dans la société. Ça, je dirais que c'est plus versant psychotique. Maintenant, une personne qui vous dit, ben, je vois ma soeur décédée, puis elle vient de parler, et puis bon, ben, ça me fait du bien, mais je me demande quand même si c'est juste, parce que j'entends ci, j'entends ça. Bon, j'ai beaucoup regardé, bon, je lis quand même beaucoup sur le sujet, mais je me demande, vous voyez, là, il y a plus de chances que ce soit de la médiumnité. Oui, parce qu'il y a de la lucidité derrière, il y a de la remise en question. Puis il y a quelqu'un qui arrive quand même à être là, exactement. Les hallucinations, souvent, c'est quelque chose de stressant. D'accord. Ouais. Les gens, ils finissent en hôpital psychiatrique, pas parce qu'ils ont peur, et ils fichent la trouille à leurs proches, vous voyez, ils commencent à dire des choses où ça fait pas sens, puis ils se mettent en danger. Alors que la médiumnité, vous voyez, moi je parlais avec mon grand-père, je parlais avec Johnny, je me suis pas mis en danger. Donc, et il y a des gens pour autant, enfin pas beaucoup bien sûr, mais qui ont l'impression d'être... Moi j'ai interviewé des personnes qui ont eu une espèce d'ouverture de médiumnité un jour, notamment une jeune femme suite à un vipassana, donc vous savez de la méditation 10 heures par jour pendant 10 jours à peu près. Alors ça c'est tout à fait possible. Il y a eu une forme d'ouverture, mais à un moment elle était envahie parce qu'elle avait plein de gens qui venaient, enfin des défunts, pour leur dire va dire à un tel que je vais bien, et là c'était compliqué pour elle. Moi, dans ma consultation de psychothérapeute, j'ai des fois des gens qui me racontent ce que vous me racontez. Puis là, je suis là, pas de souci, bah, on va vous ancrer. Et là, en fait, l'idée, c'est de commencer à apprendre qu'on peut ouvrir et fermer. Et que, justement, quand on a cette sensibilité qui vient, bah, on ne sait pas trop, vous voyez, surtout les émotions des gens, il y a ci, il y a ça. C'est normal que ça déstabilise un peu. Et il y a vraiment des techniques qui sont là pour qu'on puisse ramasser son énergie vers soi à nouveau, pouvoir comprendre quand on ouvre et quand on ferme. Et moi, comme médium, bah, j'ai évidemment appris à faire ça, sinon je serais en train de donner des messages aux gens dans la caisse, dans les supermarchés. Je veux dire, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais j'avais déjà cette idée-là en tant que psychologue. C'est-à-dire que en tant que psychologue, j'avais déjà bien compris que si je vais en soirée et puis je lui dis « Ah, ben attends, ton petit trouble anxieux, hein, ça va ?» Et puis tu m'as dit ça, ben, j'aurais plus d'amis, il n'y a plus personne qui m'invitait. Donc j'avais déjà cette compréhension qu'il faut mieux se la coincer là-dessus en soirée, puis pas commencer à évaluer les gens ou à commencer à être très très curieux sur leur psychisme. Voilà, ben, c'est pareil en médiumnité en fait. Au début, on peut avoir l'impression que ça va au-delà de nous, qu'on est obligé de prendre des messages au milieu de la nuit, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai l'impression que c'est des fois ce qui peut nous rassurer en disant ça vient pas de moi. Vous voyez, si je dois me lever à 3 h du matin pour prendre des messages, je vais me dire que c'est pas de moi. Mais en fait, on se rend compte que peut-être c'est un peu de soi quand même et qu'on peut contrôler tout ça. Et puis on peut tout à fait dire aux défunts, ben, vous ne me dérangez pas. J'ai des heures d'ouverture. Et moi, c'est vraiment ça. J'ai mon deuxième grand-père, hein, qui est un grand-père maternel. Lui, il est marrant parce que c'était un savant, en fait, de son vivant. Et c'est le seul qui m'arrive à m'allumer la lumière. D'accord. Donc lui, il faisait au milieu de la nuit. Donc j'étais dans ma chambre. Votre chambre ? Oui, dans ma chambre. Ça fait un peu peur ? Ouais, non, non, ça me faisait sursauter. Je savais que c'était lui, donc j'étais déjà médium, donc il n'y avait pas de problème. Mais voilà, paf, il y a la lumière qui s'allume, puis pas la lumière à côté de mon lit, de l'autre côté de la chambre. Enfin bon, bref, j'ai déjà regardé. C'était pas une histoire comment dire, d'interrupteur défectueux. Enfin voilà. Et je savais que c'était lui. Et puis bon, bah, il m'a fait une fois, 2 fois. Puis après, je lui ai dit, écoute, t'arrêtes ça. Je veux pas en entendre parler. Et puis, il est drôle parce qu'il m'a allumé pendant la journée. Donc, des fois, il m'allume la lumière pendant la journée. Puis, maintenant, je sais que c'est lui. Puis ça m'amuse. Donc, c'est OK. C'est pendant la journée, je suis OK. Alors, on entend beaucoup, c'est marrant, on entend beaucoup ce phénomène de lumière, tout ce qui est au rapport avec l'électricité. Est-ce que vous savez pourquoi c'est plus facile peut-être pour eux comme ça? Et est-ce que ça arrive aussi sur des objets plus matériels? Alors, oui, pareil. Moi, j'ai pas eu le cas. Quoique, j'ai eu en fait une fois en cabinet le nom d'un médium qui est venu sur mon téléphone, alors que voilà, c'était quelqu'un qui était décédé depuis pas mal de temps. Mais
bref, mais donc ça peut arriver, mais j'ai lu des histoires, j'ai entendu des histoires aussi là-dessus. Je sais pas, visiblement c'est un petit peu plus facile à faire avec l'électricité. J'imagine, hein, s'ils le font plus facilement, ça doit être plus facile. Vous expliquez aussi qu'il y a cette espèce de... Alors on entend de taux vibratoire, ou je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, qu'en gros les défunts seraient plus légers ou plus élevés dans ce taux vibratoire, nous plus bas, oui. Et qu'en fait le médium du coup va s'élever et eux descendre. Oui. Comment vous arrivez à donner des mots plus pour qu'on comprenne ça? Oui, alors ça c'est la théorie, c'est-à-dire c'est ce qu'on va vous expliquer dans les écoles de médiumnité. Vous voyez, montez votre énergie, les défunts sont sur un taux vibratoire plus rapide. Et puis, c'est dans cet entre-deux, en fait, eux baisseraient leur énergie pour pouvoir communiquer, nous on la monterait, puis du coup on communique dans cet entre-deux. C'est la théorie, c'est un modèle, d'accord? Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, quand on communique, il s'agit d'avoir l'idée d'étendre son énergie. Vous voyez, c'est ça. Si je garde mon énergie tout contre moi, si je fais ça, je ne vais pas communiquer avec personne. Mais ici, comme là-bas, vous voyez. Donc, il y a quelque chose dans l'idée qu'on étend. L'analogie que je peux prendre, c'est par exemple quand vous écoutez de la musique, vous savez, puis ça vous fait vibrer, puis ça vous fait comme si, du coup, vous vibrez dans tous les côtés, vous avez l'impression que vous êtes connecté. C'est un peu ça, monter son énergie. C'est quand vous êtes dans la nature, vous avez l'impression que vous êtes en connexion avec l'arbre, avec la nature, les flocons, je ne sais-je, parce que ça vous fait vibrer. Pareil, votre énergie est tendue. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est plus étendre son énergie que la monter. La monter, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais la théorie, de nouveau, c'est que les défunts auraient une manière plus rapide de communiquer. C'est-à-dire que quand ils communiquent avec nous, médiums, ils nous donneraient pas mal d'informations, mais comme on n'est pas aussi rapide qu'eux, on n'en aurait qu'une partie. D'accord ? C'est pour ça des fois que je dis aux gens qui viennent me consulter, le défunt va peut-être pas se présenter comme vous l'attendez, parce que peut-être que ces informations, je les ai manquées, ou je sais pas quoi, et j'ai d'autres, mais gardez l'esprit ouvert et voyez si avec les informations que je vous donne, vous reconnaissez quelqu'un. D'ailleurs aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas contacter leurs défunts via des médiums. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi ? Grande question. Alors vraiment grande question. On aimerait vraiment bien savoir. Ça c'est aussi une grande discussion que j'ai avec mes potes médiums cette fois-ci. On aimerait vraiment bien savoir. J'ai entendu les médiums dire que être médium c'est comme si on prenait le téléphone, on appelle quelqu'un et puis il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là. Voilà, c'est ce que des fois les gens disent très simplement. Personnellement, par rapport à moi, ce que j'en déduis, c'est que des fois, ça peut aussi être une question d'affinité peut-être. Vous voyez, j'ai l'impression, pour moi, je vois les défunts comme des gens. Et peut-être que quand j'essaie de connecter quelqu'un dans l'au-delà, on n'a pas l'affinité qui fait que ça connecte bien, ou que ça, vous voyez que c'est pas bon. Comme peut-être quand vous allez à une soirée, il y a des fois vous allez à des soirées, vous parlez avec tout le monde, puis des fois vous avez des soirées, c'est compliqué, vous avez l'impression que vous ne connectez pas bien avec les gens. Donc il peut y avoir peut-être de ça, dont la difficulté de connecter. Maintenant, il y a des fois où on comprend pourquoi on n'a pas pu connecter. Moi, j'ai vraiment une histoire que j'ai adoré la partager avec mes amis médiums, je vais la partager avec vous. C'est que j'ai une dame qui est venue me consulter. Et puis, moi, je suis un médium qui dit aux gens, je ne veux pas savoir avec qui vous voulez parler. Quand vous venez, on verra bien qui est là pour vous. Donc moi, je travaille pas sur « je veux ce défunt en particulier ». Moi, j'ouvre et puis je vois bien qui est là. Et bon, elle est venue, donc j'ai ouvert. Et vraiment, il me semblait que j'avais des personnes, mais vraiment, c'était pas un bon contact, vous voyez, c'était pas très juste. Vraiment, j'ai l'impression que j'étais à côté. Bon, je m'acharne 10 minutes, un quart d'heure, puis quand c'est comme ça, je dis écoutez, j'arrête la séance, je vous fais pas payer, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Puis la personne en face de moi me dit vous savez, vous êtes psy aussi. Je dis oui. Puis elle me dit vous savez, avec mon ancienne psy, j'ai eu beaucoup de chagrin parce que voilà, je l'ai vue, ça se passait vraiment bien, mais je pensais presque trop à elle. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle pouvait tellement m'aider. Je pensais à elle entre les séances. C'était pas quelque chose d'amoureux, hein, mais c'est comme si elle l'avait un peu transfert. On dit un transfert. Et puis elle me racontait ça. Puis elle me dit vous savez, on a dû arrêter la relation parce que je pensais trop à elle, quoi. C'était pas possible. Et là, je lui fais savoir qui est venu. Et je lui dis
donc vous m'avez consulté comme médium, mais en fait, votre idée, c'était peut-être que je sois votre psy aussi, c'est juste? Puis elle me dit, ouais. Puis je dis, et puis ça n'a pas marché en médiumnité, donc là, vous êtes plutôt en train de penser que non, hein, on est d'accord. Elle me dit, oui. Et je lui dis, ben, vous voyez que comme l'au-delà nous a protégés, vous et moi. Et je dis, un transfert, vous le faites sur des femmes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être avec des histoires de votre enfance, j'ai aucune idée. Je dis, mais si vous avez besoin d'un psy, je vais vous donner l'adresse, mais d'un homme, et ça ne se passera pas comme ça. Vous ne ferez pas de transfert. Et je lui ai donné des adresses d'un collègue masculin. Mais là, j'ai vraiment la conviction, en fait, il m'a semblé comprendre qu'il y avait une bonne raison pourquoi je n'ai pas réussi à connecter, vous voyez. Donc là, j'ai eu l'information, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir multiples raisons pour lesquelles on ne peut pas connecter. Et par contre, pour moi, c'est rarement de la faute de la personne qui vient. Vous voyez, parce que ce serait, je trouve, très cruel et complètement injuste de dire ah ben c'est votre faute, vous voyez, il y a quelque chose chez vous qui fait que. Là, j'avais l'impression que c'était plutôt quelque chose de bien pour nous deux. Donc c'est pour ça que je l'ai partagé avec la personne, puis ça faisait sens. Mais quand j'ai des gens qui veulent parler à leur enfant, par exemple, puis leur enfant n'est pas là, vous imaginez bien que pour moi, je ne comprends pas. Et je trouve ça très injuste tout autant qu'eux. Et croyez-moi, quand ils partent, ils ont le cœur en bas, mais moi aussi. Et je déteste ça. Mais ça arrive. Et c'est vrai qu'en tant que médium, c'est aussi quelque chose, avec notre sensibilité, il faut pouvoir faire avec ça. Moi, j'ai des collègues qui ont arrêté de travailler à cause de ça, hein, parce que je peux pas, j'arrive pas, je supporte pas. Et il faut pouvoir supporter ça. Et c'est difficile, hein, mais voilà, ça fait partie du job. Est-ce que vous avez l'impression, pareil, hein, c'est votre point de vue de toute votre expérience avec les défunts, les gens qui viennent vous voir, qu'on a une forme de, j'aime pas ce terme de chemin de vie, mais de programme un peu de notre vie avec des grands axes qui seraient un peu plus ou moins définis et une forme de date de mort. Je parle aussi pour les enfants qui meurent jeunes et les parents qui trouvent ça tellement injuste. Ou pas, qu'est-ce que... De nouveau, quand j'ai des gens qui sont décédés jeunes et qui viennent en consultation, hein, ils me disent rarement que c'était prédestiné. J'ai rarement cette information-là. J'ai souvent cette information que, ouais, c'est comme ça. Je ne sais pas comment dire, que c'est un peu tombé sur eux, où il y avait quelque chose comme ça. Après, j'ai des parents qui me disent, oui, mais il était tellement... Je me souviens quelqu'un qui avait un fils qui était déjà, lui, savait, semblerait-il, qu'il n'allait pas vivre longtemps, où il y avait quelque chose comme ça, elle me racontait ça. Et puis, ben, elle avait cette conviction qu'il y avait... Voilà, que c'était un être qui devait faire peu de temps ici. Mais de nouveau, vous voyez, ça, je ne sais pas. Elle a probablement raison par rapport à son fils, mais est-ce que c'est pour tous les enfants qui meurent jeunes? Je ne sais pas. Vous voyez, moi, moi-même, je trouve qu'il y a quelque chose d'injuste. Ouais. Quand j'ai des parents qui sont vraiment des bons parents, puis il y avait tout cet amour qui est là, pourquoi? Vous voyez? Ou même quand vous perdez votre maman, votre papa jeune, puis que ça vous a tellement manqué, pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'explication. Par contre, les défunts disent souvent, il s'agit d'accepter. Et qu'eux, ils ont accepté ça, d'où ils sont. Et ils sont OK avec ça maintenant, ils comprennent que ça arrive. Et ils soulignent souvent quand même la chance qu'on a eue d'être ensemble, même si le temps était peu, si ça a été quelque chose de très proche, à quel point c'était chouette quand même. Et il y a beaucoup de ça, donc vous voyez, dans les séances de médiumnité. Mais non, je n'ai pas d'explication. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est mystérieux, hein. De nouveau, il y a plein d'explications différentes. Karma, le ci, le ça, franchement, je ne sais pas. Ouais. Moi, je ne vais pas mettre mon opinion en plus, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que les défunts nous encouragent à faire avec. C'est une difficulté, la vie. Vous voyez, comme les maladies. Des fois, pourquoi on a ça? Moi, j'ai des douleurs de dos, hein, je les ai eues, voilà, des fois, pourquoi? Il y a des gens qui me disent, tu prends trop sur toi. Oui, peut-être aussi, mais d'un autre côté, pourquoi? Vous voyez? Et à un moment, j'ai l'impression qu'on doit aussi faire avec ce qu'on a, puis se dire, en tout cas, moi, ça m'aide de me dire, voilà, c'est comme ça, maintenant, je fais ce que je peux, puis je fais au mieux pour me remettre de ça, ou pour pas en faire quelque chose qui va me tirer en bas, puis qui va me tirer en bas dans toutes mes relations, dans les relations avec les gens. Vous expliquez aussi que vous avez une technique que vous pouvez enseigner à vos patients pour se connecter aux défunts, si j'ai bien compris. Effectivement, il s'agit de la SIAM.
Donc cette technique pour aider les patients à connecter leurs défunts, en fait, c'est la communication induite après la mort. Et la SIAM, elle se base sur les MDR. Vous connaissez les MDR? Alors moi je dis Ouais. EMDR, mais oui, Oui, tout à avec fait. les yeux. Oui, exactement. La technique avec les yeux, hein. En fait, c'est une technique qu'avait trouvée Francis Shapiro à l'époque et qu'on utilise pour traiter les traumas parce qu'on sait qu'elle se base sur la bilatéralisation du cerveau, en fait. Hémisphère droit, hémisphère gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et quand on bouge les yeux comme ça, on bilatéralise, en fait. Mais on n'est pas obligé d'utiliser les yeux, en fait. Je peux vous mettre des pulseurs dans chaque main et puis un petit pulseur qui fait existe dans une main, existe dans l'autre, pareil, ça vous fait des pulsions qui vont croiser cerveau droit, cerveau gauche, ou pareil avec des sons, d'accord? Donc, bon, toujours est-il que la SIAM, elle se base là-dessus. C'est-à-dire qu'à la base, celui qui l'a inventé, qui s'appelle Alan Botkin, c'était un thérapeute, il me semble qu'il est toujours vivant. Oui, mais bien sûr, il est vivant, Botkin. Et Botkin, il travaillait avec des vétérans du Vietnam, donc il utilisait les MDR pour les soigner leurs traumas. Et à un certain moment, il travaillait avec un vétéran qui s'appelait Sam, enfin en tout cas qu'il a appelé Sam dans son livre. Et Sam, il souffrait depuis 28 ans de l'image qu'il avait vue du corps déchiqueté de Ly. Ly, c'était une jeune Vietnamienne qu'il avait pris sous son aile quand il travaillait au Vietnam, quand il était... il travaillait aussi finalement. Il travaillait aussi, oui, quand il était militaire, soldat au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'elle lui rappelait une de ses jeunes sœurs, donc voilà. Et puis elle avait été tuée, il avait vu ça, et il en était choqué 28 ans plus tard. Et donc Botkin a utilisé les MDR pour soigner ce trauma. Et à un certain moment, Sam a commencé à dire « Ah, mais je vois Ly. Et Ly, mais mon Dieu, elle est grande. Et puis elle est tellement belle. Et puis elle me sourit. Et puis elle me remercie pour ce que j'ai fait pour elle. Oh, mais elle va bien. Mais c'est tellement bien. » Enfin, quelque chose comme ça. Hein. Et Botkin, voilà, il écoutait ça et il s'est rendu compte que ça faisait du bien à Sam. Et surtout, Sam, quand il a arrêté la séance, à la fin de la séance, et Sam lui a dit, a partagé un peu plus sur ce qu'il disait quand ils étaient en train de faire ça, il a dit que pour lui, il avait vraiment vu Ly, et puis que pour lui, c'était pas possible qu'il ait inventé ça, quoi. Pour lui, il y avait quelque chose au-delà. Et Botkin, en entendant ça, s'est rendu compte du potentiel thérapeutique. Enfin, vraiment, il s'est dit, waouh, je travaille avec lui depuis je ne sais pas combien de temps, là, il a ça, il va mieux. Et après, il s'est vu qu'en plus, le mieux a tenu, vous voyez. Donc, il s'est dit, mais il faut que je comprenne comment ça s'est passé. Donc, il a changé le protocole EMDR, c'est très carré, hein, les MDR, et il a commencé à faire qu'à un moment, encourager les gens à connecter leurs défunts dans ce protocole-là. Il l'a testé sur des centaines, voire des milliers de personnes, parce qu'il a formé d'autres personnes pour faire ça. Et par la suite, il a écrit un livre là-dessus. Et moi, j'ai été formée dans cette technique en 2013. Et j'utilise cette technique assez régulièrement quand j'ai des gens endeuillés. Donc, je ne travaille pas comme médium à ce moment-là. Je travaille comme thérapeute qui travaille en EMDR avec un patient et qui à un moment, avec des questions, encourager la personne, des suggestions, encourager la personne à contacter. Et ensuite, ce contact qu'a la personne, c'est elle qui va avoir certaines informations qui vont l'aider dans son deuil. D'accord ? Comment vous savez qu'elle n'est pas en train d'imaginer ? De nouveau, alors là, je vous dirais que comme thérapeute, je vais vous répondre que je m'en fiche. Que pour moi, ce qui va être important, c'est le côté thérapeutique. Autant comme médium, il faut que je sache si c'est pas l'imagination, si ça. Mais là, franchement, si je mets ma casquette de thérapeute, je vous dis que je m'en fiche. Maintenant, je suis médium. Et puis, souvent, quand la personne est le contact, moi j'ai aussi des informations de mon côté. Puis des fois, pour les gens qui me connaissent, qui me demandent quand même, je peux rajouter, des fois je rajoute un complément d'information, si bien sûr ils me demandent, et il y a quelque chose comme ça. Mais je fais de la thérapie, vous voyez, je ne suis pas en train de faire une séance de médiumnité. Donc souvent, moi je ressens bien ce qu'ils sont en train de dire. Et d'ailleurs, ça m'aide des fois à aider la personne à connecter son défunt. Parce que des fois, j'ai des choses qui me viennent, qui vont me faire dire certaines choses plutôt qu'une autre pour l'aider à rentrer dans ce contact.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens qui sont formés en SIAM, maintenant, c'est une de mes amies qui forme les gens en Suisse, on a fait comment dire, un atelier ensemble où moi, les thérapeutes qui se forment dans la SIAM, je leur donne aussi des préceptes de médiumnité, on fait des exercices de médiumnité pour les aider aussi des fois à pouvoir, quand la séance, on a l'impression que la personne ne connecte pas, pour pouvoir des fois peut-être utiliser leur intuition, ces choses qui leur viennent en même temps, pour aider ce contact. D'ailleurs, Botkin avait remarqué d'ailleurs que les thérapeutes SIAM avaient des fois des informations en même temps que leurs patients. Ils appelaient ça des SIAM partagés ou quelque chose comme ça, peut-être le mot. Même si le thérapeute n'est pas médium. Oui, exactement. Et mon livre, Soigner les vivants et parler aux morts, parle beaucoup de ça. Parce que si j'écris ce livre, c'est pour dire que dans nos séances de psychothérapie, en fait, on a déjà beaucoup d'informations qui viennent. Dans la psychothérapie, on va appeler ça le transfert, contre-transfert ou ces choses-là. Mais en fait, pour moi, c'est une partie médiumnité. On l'appelle médiumnité sur mon autre casquette, mais quand les gens travaillent avec l'humain, ils ont souvent des intuitions. Moi, je suis sûre que vous, des fois, vous voyez, avec votre intérêt, des choses comme ça, vous devez avoir des informations qui viennent comme ça quand vous êtes avec des gens. Et dans le setting thérapeutique, c'est des fois des choses qu'on a un petit peu plus facilement, parce qu'on est complètement concentré, on est complètement ouvert, à essayer d'aider, essayer ça, donc il y a des choses qui viennent aussi. Mais ce que j'encourage mes collègues, évidemment, c'est pas de dire « Ah ben, moi je sais pour vous », parce que ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on doit faire quand on est thérapeute, même quand on est médium. C'est vraiment, s'ils ont des informations, les mettre plus comme forme de question. Et vous diriez que quelle proportion de vos patients à qui vous proposez cette technique arrivent vraiment, parce que vous êtes médium, vous voyez s'ils sont vraiment connectés, arrivent vraiment à se connecter ? 80%, ouais, en tout cas, presque plus, oui. C'est les chiffres qu'a Botkin à peu près. Donc, bon, des fois, c'est vrai que des fois, je peux mettre un coup de pouce. Alors, peut-être que les thérapeutes de Botkin mettent aussi déjà leur coup de pouce, vous voyez. Botkin, lui, il fait très attention de ne pas parler de médiumnité, parce que déjà, quand il a sorti son bouquin, il avait peur d'être, d'être déjà pilorisé par les gens qui font du MDR. Enfin, c'était normal. Et donc, du coup, il fait très attention à ça. Ce que je peux comprendre, bon, moi je suis médium, je peux y aller tranquillement, disons pour moi, c'est de la médiumnité. Et est-ce que cette technique, on peut la faire chez soi sans thérapeute ou vaut mieux pas ? Non, cette technique-là, on ne peut pas la faire chez soi sans thérapeute. C'est vraiment, on a besoin, l'MDR, le faire tout seul, c'est plus difficile. Et puis, ben voilà, vous voyez, on a besoin des fois de quelqu'un qui est licite, donc non, ça se fait à deux, ça. Et alors, on va arriver à la fin de cet entretien passionnant. Moi, je pourrais parler 3 jours avec vous, je pense. Oui, tout à fait, je comprends bien. Ouais. J'aurais bien moi aussi, je parlerai 3 jours avec vous. Non, je suis intéressante à entendre, mais j'aime bien vos questions. J'aimerais bien effectivement que vous nous parliez, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent que tout ça, c'est n'importe quoi, que c'est de l'imagination, que la médiumnité, on pense à ça pour se rassurer. Enfin, voilà. Et vous expliquez qu'en fait, mais des études scientifiques, il y en a, je ne sais pas jusqu'à dire pléthore, mais en tout cas, il y en a beaucoup, et qu'il suffit d'aller les chercher et les lire pour se rendre compte que ça existe et que c'est des vraies études scientifiques. Malheureusement, ça ne passe pas tous les soirs aux 20h de TF1 en France. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Bien sûr. D'abord, si on parle de médiumnité, d'accord, c'est des études sur la médiumnité. La médiumnité est étudiée dans les universités. Ce sont des fois en psychologie, des fois en sociologie, des fois en neurobiologie, d'accord. Mais souvent, elle est sur l'égérie parapsychologie. Et sous la parapsychologie, il n'y a pas que la médiumnité. Il y a aussi la télépathie, les précognitions, la télékinésie ou la psychokinèse, qui est quand on arrive à influencer, la matière ? Oui, la matière, voilà, exactement. Ouais. Comme allumer la lumière, par exemple. À distance, c'est pratique ? Oui, c'est pratique. Donc voilà. Et donc, dans ces universités, il y a des études, mais en fait, il n'y en a pas pléthore là, parce que, vous voyez, il faut des gens qui puissent étudier ça. Et la médiumnité, elle est un petit peu plus difficile à peut-être étudier que juste la télépathie, parce que ça demande quelque chose c'est plus compliqué. Il faut quelqu'un qui vienne vous voir, il faut mettre des doubles aveugles, et il faut plusieurs personnes en fait. Donc, il faut des fonds.
Donc voilà. Et des gens qui ont envie de les mettre, ces fonds. Oui, et exactement. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est ça. Oui, quoique maintenant, ça commence à changer. Donc, il y a des études déjà dans ces universités. D'accord. Mais il y a deux endroits où vraiment ils étudient beaucoup la médiumnité. Alors, il y en a un qui est en Angleterre, qui s'appelle la Society for Psychic Research. D'accord, la Société pour la recherche psychique. Et c'est une institution qui existe depuis 1882. D'accord. Et elle a été fondée au début pour juste voir les phénomènes paranormaux, puis voir si c'était pas de la grosse foutaise, en gros, je vous le dis comme ça. Donc les gens qui ont commencé à regarder ça, c'était plutôt pour prouver que c'était faux. Et ils ont étudié les médiums et ils ont conclu, ils ont vraiment fait des recherches, hein, ils ont conclu que la médiumnité existe et qu'il y a des médiums qui font bien ce qu'ils disent, c'est-à-dire connecter les défunts. Effectivement, il y a des médiums qui sont faux, c'est sûr, ouais. J'ai envie de dire un peu comme partout. Mais effectivement, ils ont déjà prouvé ça. Et ils ont eu des chercheurs imminents hein, qui sont venus là-bas. D'ailleurs, un des présidents de cette société a été William James. Vous avez peut-être entendu son nom, c'était un psychologue nord-américain, aussi un philosophe. Hein. Et lui, il a étudié une médium américaine qui s'appelle Leonora Piper. Et il a fait venir de Boston, parce qu'elle est à Boston, en Angleterre, où elle connaissait personne, pour être sûre que, voilà, quand elle donnait des informations, c'était pas sur des gens qu'elle connaissait, ci et ça. Puis Madame Piper, elle a vraiment été prouvée comme étant une médium vraie, voilà. Puis on a eu bien d'autres depuis. Et plus près de chez nous, et plus récemment, il y a le Windbridge, enfin pas si près que chez nous, d'ailleurs ils sont en Arizona, pardon, mais je veux dire dans le temps, plus près de chez nous. Et eux, en fait, la directrice de recherche, il faut savoir qu'elle a une double licence en pharmacologie et toxicologie, rien que ça, un double doctorat, c'est pas qu'une. Et elle est donc directrice de recherche là-bas. Et elle étudie la médiumnité depuis 20 ans maintenant. Et la particularité du centre Windbridge, c'est qu'ils ont 20 médiums qui travaillent pour eux. Donc ils ont déjà trié sur le volet pour être sûr qu'ils arrivent à faire des études de laboratoire, parce que ce n'est pas donné à tous les médiums. Et après, ils leur font vraiment faire des études en double aveugle, triple aveugle, pour être sûr que quand ils donnent des informations sur un défunt, ils n'ont pas accès à la personne pour qui c'est. Et la personne qui leur demande des informations ne sait même pas pour qui c'est. Vous voyez ? Donc il y a vraiment tout ça qui est mis en place pour montrer que la médiumnité existe. Et les études qu'ils ont faites montrent que, oui, les médiums, ils font bien ce qu'ils disent. Donc sur la médiumnité, il y a des études très sérieuses qui ont été faites. De nouveau, sur la médiumnité, je ne dirais pas qu'elles sont pléthores. Par contre, sur la survivance de l'esprit ou de la conscience, exactement, après la mort, alors là il y a pléthore, parce qu'il n'y a pas que la médiumnité, il y a les expériences de mort imminente, il y a la télépathie, il y a vous voyez, toutes ces choses-là en fait, donc là c'est plus vaste. Et récemment, je dirais qu'il y a deux grands ponts qui ont amené beaucoup d'études. Un, c'est le rapport Galilée, qui a été demandé en fait par des Anglais. C'est soit les Américains, soit les Anglais, hein, vraiment. Ça s'appelle le réseau scientifique et médical. C'est une organisation anglaise qui essaie de faire les liens entre la spiritualité et la science depuis plus de 50 ans. En Angleterre, et en 2018 ils ont fait une vaste recherche en fait auprès de 90 conseillers qui représentaient plus de 30 universités dans le monde. Souvenez-vous, je vous ai dit que les universités, elles étudient tout ça, et ils ont fait cette recherche auprès de toutes ces universités pour obtenir les données, et ils ont compilé un rapport qui s'appelle le rapport Galilée, qui a été écrit par un gars qui a aussi un double doctorat. Il s'appelle un professeur, Ballard je crois qu'il s'appelle, et qui a vraiment réuni toutes ces informations. Et moi j'ai lu pas toute l'étude, parce que c'est des pages et des pages, mais j'ai lu les résumés, et c'est édifiant. Là il y a plein de preuves. Il est consultable oui, il est consultable en ligne, tout à fait, on le trouve. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il y a certains scientifiques qui ont lu ce rapport qui disent ouais, je vois plus les choses de la même manière, ça a changé l'idée, vraiment. Mais, et il y a aussi le prix Biglow.
Robert Bigelow est un milliardaire américain qui a 80 ans cette année, hein, vraiment un type visiblement très intelligent, qui a monté sa propre boîte d'aéronautique, qui a fait sa fortune dans l'immobilier avant, enfin voilà. Et en 2021, il a perdu son épouse. Et il avait déjà été intéressé à la médiumnité avant, enfin tout ça, hein, c'était pas d'aujourd'hui. Il a perdu d'ailleurs un de ses enfants. Malheureusement, cet enfant est décédé quand il avait la vingtaine. Donc, bref, mais en tout cas, toujours est-il qu'en 2021, il a lancé le prix Bigelow, $1 million, pour stimuler la recherche sur la survivance après la mort. La recherche et le débat, en fait, voilà. Et il a reçu plus de 100 papiers. Et ces papiers, souvent, ont été faits par des chercheurs qui travaillent déjà dans des unis, dans des centres de recherche. Enfin, ce n'étaient pas des personnes qui sont arrivées comme ça. Donc, ils voulaient des choses très sérieuses. Et il y a 19 personnes qui ont eu un prix. Donc, ce $1 million a été partagé. Hein. Les 3 premiers ont été un plus gros prix, les autres un prix moindre, dont justement Julie Bixel, qui est la directrice de recherche du Windbridge. Voyez. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de recherche. Il y a toutes ces recherches. Et j'ai découvert un podcast dernièrement, malheureusement il faut parler anglais, hein, qui s'appelle Where is my mind? Lui aussi, il a parlé de ça et j'adore parce qu'il a fait 8 podcasts là-dessus. Il vous donne toutes les références. C'était en 2018, donc avant le rapport Galilée, avant le prix Bigelow. Donc voilà, donc la recherche, il y en a, Carole. Il y en a, mais ce que dit Marc dans son podcast, et c'est intéressant d'entendre les chercheurs là-dessus, il y a des chercheurs qui disaient qu'ils présentaient des recherches dans des grands journaux, hein, parce qu'il faut encore se faire publier, et il y avait des journaux qui disaient non, on ne prend pas parce qu'on n'y croit pas. Exactement. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est de l'opinion, c'est pas de la recherche. C'est ça, exactement. Si vous dites, je ne vais pas regarder parce que je crois que c'est de la foutaise, ben vous n'allez pas regarder, point. On peut vous présenter n'importe quoi, vous n'allez pas vouloir regarder. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup de scientifiques qui commencent à postuler pour cette idée en disant mais regardez, lisez la recherche, parce qu'on ne peut plus dire que la conscience est le fruit du cerveau, c'est pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose qui est ailleurs, qui est élargi. Et d'ailleurs, le rapport Galilée vraiment dit que il faut vraiment inclure, vous voyez, cette idée de la conscience élargie dans les protocoles de recherche. On peut pas commencer, on peut plus ignorer ça. Donc oui, je fais partie de ces gens-là. Effectivement, moi je fais pas de recherche, mais je fais de la médiumnité. Et dans ma médiumnité, j'estime que j'amène la preuve que là, c'est possible de parler avec les défunts. Je partage mon expérience aussi, comme je le fais aujourd'hui avec vous. Et merci aussi pour ce que vous faites. Et effectivement, l'idée, c'est ça. Parce que aussi, c'est vrai que quand on commence à penser à ce paradigme, souvent on a moins peur de la mort. En tout cas, moi, j'y ai pas peur. Et secondo, on se rend compte de l'importance des relations, de l'importance, vous voyez, que c'est pas juste nous, que c'est pas juste moi et après on s'en fiche, ou ma famille, puis tout le reste on s'en tape. Il y a quelque chose de plus large. Et en fait, le message que moi qui est là derrière, je le trouve joli et je le trouve que c'est un message qu'on a besoin aujourd'hui dans notre humanité. Et effectivement, je trouve que ça change tout le paradigme dans lequel on vit. Si on se dit, je ne suis pas tout seul et en fait, je vis que pour moi, enfin, je veux dire, toute notre société changerait s'il y avait des gens qui ont énormément de pouvoir, qui ne seraient pas uniquement égoïstes, entre guillemets, et qui penseraient aux autres. On pourrait tout changer assez vite, en fait. Oui, qu'on est tous connectés. Vous voyez, c'est pas, on s'en fiche de ce qui arrive à l'autre côté de la planète, parce que ça ne nous arrive pas à nous. Et vous voyez, avec le paradigme de la conscience hors du corps, on ne peut plus ne pas s'inquiéter de ce qui se passe et ne pas vouloir qu'il y ait quelque chose de plus harmonieux qui soit pour tout le monde. Et dernière question, parce qu'on parlait de médiumnité, de contact avec les défunts et donc de médiums, les gens qui vont aller consulter des médiums, qu'est-ce que vous leur diriez? Parce qu'effectivement, il y a aussi malheureusement des charlatans. Et dans ce domaine-là, comme c'est de l'immatériel, c'est difficile de voir si c'est un charlatan ou pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre? À quel moment il y a des red flags, entre guillemets? Il faut faire attention. Comment vous pouvez aider les gens à aller consulter des médiums qui soient sérieux?
Alors, bon, déjà, c'est bien d'avoir quelqu'un qu'on nous a recommandé, c'est pas mal, c'est déjà la première chose, hein. Maintenant, si on n'a pas quelqu'un qui soit recommandé, ce qui est important, c'est pas de donner des informations à ce médium, c'est-à-dire de ne pas vous expliquer j'ai perdu, j'ai pas tout ce que vous avez, tout sur votre défunt avant de le voir, ce serait contre-productif. Donc, vous lui donnez très peu d'informations. Et de savoir que c'est au médium de vous donner des informations. Donc, c'est à lui de vous dire qui est là et de vous donner des informations sur cette personne pour que vous puissiez le reconnaître. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Puis ensuite, vous passez les messages. Donc ça, les médiums sérieux, ils travaillent de cette manière-là. Maintenant, il y a aussi, comment dire, il faut faire attention à la dépendance. Vous voyez, moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir, ils me disent « Ah, mais ouais, c'était super, est-ce que je peux revenir vous voir dans un mois ?» Moi, je leur dis « Non, je ne veux pas que vous reveniez dans un mois. Moi, ce que je crois, c'est que même si je suis médium, puis ça peut paraître banal de parler avec les défunts, pour moi, il y a toujours quelque chose qui n'est pas si banal que ça, et qui est de l'ordre un peu de magique presque. Vous voyez, en tout cas, c'est une chance de plus. Et voilà, donc je dis aux gens, c'est bien d'honorer ce qui vous a été donné aujourd'hui et de continuer à avancer. Donc quelqu'un qui vous dit il faut que vous veniez, ou bien qui commence à vous faire peur, là, il faut arrêter. Un médium ne devrait pas vous foutre la trouille. Comment un médium peut faire peur? Je ne sais pas, en vous disant, votre défunt, comment dire, il est pas dans un bon endroit, ou il n'est pas bien, vous voyez, puis après, vous voyez des informations comme ça. Parce que moi, je ne crois pas. Et si vous dites des trucs comme ça, c'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qui vous dit que, vous voyez, vous avez quelque chose de collé sur vous. Vous voyez, moi, je ne comprends pas cette histoire. Et comme de par hasard, il va pouvoir vous aider et vous allez repayer pour ça. Et puis du coup, il va vous dire qu'il est aussi guérisseur. Oui, bien sûr. Vous voyez, donc de nouveau, faites attention à... Vous voyez, les médiums, ils ne vont pas non plus vous essayer de vous donner, de vous rendre accro, puis de vous faire venir trop de fois. C'est pas comme ça que c'est. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc c'est vraiment ça. Et pourquoi on devrait aller voir un médium et pourquoi c'est pas un médium qu'on doit aller voir? C'est un psy, par exemple. C'est une bonne question parce que des fois, moi, les gens, ils veulent me voir, me dire psy, médium, ils hésitent et tout. Et si on veut vraiment parler à un défunt, allez voir un médium. Et puis si vous avez du mal à vous remettre d'un deuil, et puis vous remarquez que un psy pourrait vous aider, que c'est plus vaste que ça, allez voir un psy. Vous voyez, il y a de ça. Il y a aussi le fait de comprendre que le médium ne va jamais être juste à 100% dans ce qu'il va vous donner. Parce qu'il traduit. Donc un bon médium, il va vous donner, beaucoup d'informations doivent être justes, mais des fois, il y a quelque chose où il peut être faux. Et d'ailleurs, il faut lui dire pour qu'il puisse rectifier. Mais ce que je veux dire, c'est que comprendre que la médiumnité, c'est d'être plus capable de traduire quelque chose, mais on peut tout à fait faire ces erreurs de traduction. Donc aussi, je veux dire, si vous avez une séance où vous avez reçu plein d'informations, puis une séance, il y a une information ou deux qui ne colle pas, on ne va pas vous dire que ça ne marche pas, que c'est nul et puis que c'était tout jeté. Vous voyez, le bébé avec l'eau du bain. D'accord? Faire le tri, garder son libre arbitre. Oui, garder son libre arbitre, garder les pieds sur terre. Et puis des fois, c'est aussi important. Moi, j'aime bien que les gens qui viennent ne boivent pas forcément biparole, ne croient pas à tout. Puis des fois, qu'ils peuvent me dire non, là, vous êtes fausse. Non, là, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Et moi, ils me font bosser. Alors, ça me stresse des fois un peu, mais ça me fait bosser. C'est bien, ils ont raison. Et je leur dis de faire ça. Et je les remercie parce qu'ils me font avancer dans ma médiumnité en faisant ça. On peut faire des consultations avec des médiums sur Internet, en ligne, au téléphone? Oui, on peut, tout à fait. Ça marche c'est possible, aussi. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, mais c'est personnel, ou si peut-être parce que je suis en Suisse et puis les gens peuvent venir plus facilement, vous voyez, voilà. Parce que si j'étais au fin fond du Canada, puis il faut faire je ne sais pas combien d'heures, après je crois que c'est une question d'où on vit, d'accord? Mais moi, j'aime bien que les gens viennent parce que justement, pour moi, il y a quelque chose d'important. Vous voyez, les gens viennent, ils prennent le temps, ils se donnent le temps aussi. Quand une personne, vous la recevez sur Zoom, peut-être qu'avant, elle est en train de parler à autre chose, elle fait autre chose. Pour le temps, plus pour le temps de se préparer. Puis après, les gens partent d'ici, ils ont le temps de réfléchir. C'est pour ça que j'aime bien la séance en présentiel. Mais elle marche tout autant en visio. Maintenant, moi, je suis moins fan. Est-ce que vous acceptez encore les rendez-vous ou pas? Parce qu'il y a certainement des gens qui vont vous contacter après cette vidéo. J'ai des mois d'attente, mais j'accepte encore de mettre des gens en liste d'attente. Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Ben, non, enfin, je veux dire, vraiment, la médiumnité de nouveau, elle nous met vraiment dans notre vie ici. Vous voyez, à faire attention aux autres, des fois, je ne suis pas parfaite, hein, peut-être vous demanderez à mon mari, voilà, il dirait que je ne parle pas toujours très bien, mais en attendant, on s'en fiche. L'idée, c'est quand même de faire attention, d'avoir l'idée de faire attention aux autres et de, comment dire, ben voilà, de se rendre compte que ben, c'est ça l'important, même si l'au-delà est très important, même si tout ça c'est drôlement important, ce qui est important, c'est ici. Et qu'est-ce qu'on en fait? Merci beaucoup Brigitte. Je vous en prie.